Bonjour, monsieur Cavache. Bonjour, Stanislas Guérini. La France bat l'Angleterre et gagne le tournoi des nations, on applaudit tous. Cette victoire, c'est un entraîneur qui est respecté, qui est inventif, qui s'appuie sur une équipe solidaire, sans ego et avec la fierté de son maillot. Est-ce que le rugby donne aujourd'hui l'exemple ? Bien sûr, ça fait d'abord du bien de voir ça. Ça nous donne tous un peu le sourire dans cette actualité qui, elle, est tragique. Et on voit bien que sur nos continents, c'est le retour de la guerre, c'est beaucoup de difficultés. Mais il y a aussi des choses qui doivent nous donner l'espoir. L'exemple. Et le sourire. L'exemple à la et politique. Vous avez bien raison. Le rugby, ce sont des formidables valeurs de solidarité. Quand il y a un ego qui prend le dessus, ça marche jamais. Et l'ego, c'est qui dans votre camp ? C'est qui l'ego ? Non, mais l'ego, c'est la tentation de partir en solitaire, toujours, systématiquement. Et ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'on sera plus fort, plus heureux, si on est tous ensemble. Oui, mais lui, il est tout seul. On lui a demandé... Et lui, il est tout seul. Non, c'est pas vrai. Depuis le début de ce quinquennat, il y a beaucoup de personnalités, un gouvernement qui s'est aussi révélé, des personnalités qui mais étaient... le gouvernement, il va faire campagne aussi. Peu connues des Français, les ministres, en tant que personnalités politiques, elles font campagne, bien sûr, parce qu'on porte des idées. Et je crois qu'on a trop dit qu'Emmanuel Macron était tout seul. Bien sûr que dans la Ve République, dans des crises, il faut être capable de prendre des décisions. Mais comme il est candidat, il est comme un entraîneur. Tout seul. Vous avez fait vous-même le parallèle. Mais il n'est pas tout seul. Mais il faut un pacte solidaire. Et je crois qu'il s'est aussi révélé dans le quinquennat. Quand j'ai dit tout seul, c'est face à face au peuple. Et là, effectivement, il est seul. Mais je reviens pourquoi la France, avec l'équipe d'Europe, n'est-elle pas capable d'unité et d'efforts pour obtenir contre les missiles hypersoniques de M. Poutine le grand chelem de la paix ? Je ne suis pas d'accord avec vous, Jean-Pierre Elkabbach. Bien sûr qu'on n'obtient pas la paix en un jour. Mais ce que M. Poutine attendait, c'était la désunion de l'Europe. C'était l'explosion de l'Europe. Et de quoi a-t-elle été capable ? De regarder ce qu'il est en train de faire. Je vais essayer de vous répondre. D'abord, de prendre des sanctions de façon unitaire et de façon massive contre la Russie, contre les oligarques. Il faut quand même avoir en tête que la monnaie russe s'est effondrée, que la bourse n'a toujours pas réouvert en Russie. Et donc, il y a des sanctions qui sont massives. Deux, d'envoyer des armes en Ukraine. Là aussi, c'était pas gagné de le faire sur des fonds européens et d'aider le peuple ukrainien. C'est la moindre des choses. Évidemment, d'accueillir aussi les réfugiés ukrainiens. Vous voyez les difficultés que nous avions à nous mettre d'accord sur ces sujets. En quelques jours, nous l'avons fait. Et je rajoute un mot, parce qu'il concerne le cœur aussi de ce sujet, la démocratie, de bannir de nos antennes européennes les organes de propagande russes. Eh bien, tout ça, nous l'avons fait en quelques jours, en européen. C'était inimaginable il y a quelques années, Jean-Pierre Elkabbach. Inimaginable. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça permet aujourd'hui de faire reculer Poutine ? La réponse est l'évidence. Non, pas encore. Là, on a dit tout à l'heure que Zelensky veut discuter, dialoguer avec Poutine, malgré les morts, malgré les décombres, malgré les villes martyrs. Est-ce que Poutine, ou est-ce que pour lui, c'est déjà une victoire d'écraser les villes ? Non, ou est-ce qu'il va vers la défaite ? Vous savez, est-ce qu'il va vers la défaite ? Bien, je crois en tout cas qu'il va vers l'enlisement. C'est un enlisement terrible, tragique, parce que on voit que des civils, des enfants, des familles sont déchirées. Il y a, il faut dire les mots, en Ukraine, des crimes de guerre, puisque c'est ça qui est en train de se passer. Donc il faut le juger après sous nos yeux. Le moment venu. Évidemment, se posera. Moi, je ne crois pas que du jour au lendemain, on pourra, comme je l'entends parfois, retrouver une sorte de dialogue apaisé, commercial avec la Russie. C'est pas ça qui est en train de se passer. Avec la Russie, oui, mais pas avec Poutine. Évidemment, avec le peuple russe. Et depuis le premier jour, nous avons fait ce distinguo-là. Mais la normalisation des relations, évidemment, elle n'est pas pour demain. Ce qui est en train de se passer, ça aura des conséquences pour des décennies. Mais notre responsabilité, je ne veux pas terminer sans dire ce mot-là, c'est de trouver ce chemin pour la paix. Ouais. C'est notre rôle. C'est pour ça que depuis le premier jour aussi de ce conflit, il y a le dialogue, les coups de téléphone nous n'étions pas de Emmanuel Macron avec lui. C'est-à-dire pas en guerre contre la Russie. On envoie des armes. Absolument tenir on envoie des armes, si je suis cruel, pour qu'eux meurent et défendre la liberté et la démocratie, et on leur envoie des armes. Mais dans un monde, ce que les Ukrainiens nous demandent, c'est-à-dire dans un monde, leur envoyer des armes. Stanislas Guérini, dans un monde en guerre, avec une grave crise des énergies, une augmentation des matières premières, des produits alimentaires, comment on peut faire et réussir une élection présidentielle ? En parlant des vrais sujets, ce sont ceux que vous abordez là. Notre indépendance énergétique, alimentaire, industrielle, de point de vue du numérique aussi.
Tout ça, ce sont les grandes questions et ce sont celles qu'Emmanuel Macron pose sur la table. Alors comment il faut faire? Il y a des réponses de court terme. D'abord, il faut protéger nos concitoyens sur les prix de l'énergie notamment. La France le fait comme aucun de ses voisins européens. Ensuite, il faut raisonner à moyen terme, c'est-à-dire diversifier nos approvisionnements. Et puis enfin, il faut proposer un chemin pour le pays sur l'énergie, par exemple. Oui, la diversification mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà... C'est aussi le nucléaire et les énergies renouvelables. Est-ce que déjà, quand on est en campagne électorale, quels que soient les prétendants à l'Élysée, on peut dire la vérité? Vous allez passer un hiver noir. C'est d'ailleurs le directeur de l'Agence internationale, Fatih Birol, qui vient d'alerter. Préparez-vous à une crise énergétique historique. Dès cet hiver, il fera plus froid, plus cher et plus noir. Et vous roulerez moins et moins vite. Est-ce qu'on peut le dire aux Français, ça? Moi, je crois qu'il faut d'ores et dire déjà la vérité et ne pas céder à la panique. C'est cet équilibre-là qu'il faut essayer de tenir. Moi, ma responsabilité, c'est pas d'être un commentateur, c'est de participer avec d'autres au gouvernement, dans cette majorité présidentielle, à prendre les bonnes décisions. La seule question, c'est est-ce que nous prenons les bonnes décisions au bon moment? Eh bien, c'est ce que nous tâchons de faire. Résultat, c'est ça la responsabilité. Le 10 et avril. Oui, mais on ne peut pas tout ramener justement à l'élection. Il y a une responsabilité de gouverner jusqu'au dernier instant. D'accord. Et je crois que c'est ça aussi qu'attendent. Alors, mais vous faites la campagne en période électorale. Il y a le calme politique. On a vu la Corse. On a vu le problème social, les aides aux professions et aux particuliers qui sont en difficulté. C'est un calme qui a un coût. Est-ce que la campagne, c'est la saison du ruissellement? On arrose, parce que faites attention, bientôt il n'y aura plus d'eau. Mais regardez ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire que nous venons vivre. Nous avons fait le choix, contrairement à 2008, où il y a eu une crise financière, de ne pas fermer le robinet trop rapidement. Est-ce que c'était une bonne décision d'un point de vue économique? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que ça nous permet de repartir plus fort, avec la meilleure croissance européenne, en diminuant le chômage. C'est exactement l'inverse de ce qui s'était passé en 2008. Donc moi, je considère que ces dépenses-là, pendant les moments de crise, ce sont des investissements. Alors, et ensuite, bien sûr, et je ne veux pas dévier de votre question en disant ça, il faudra retrouver aussi le chemin de la diminution de la dette. Ça veut dire quoi? La croissance, les réformes de structure. On en a fait dans ce quinquennat, on va continuer à le faire. La réforme des retraites, évidemment. Et la baisse des impôts, on va en parler. Mais mercredi dernier, j'ai remarqué que Jean Castex, le Premier ministre, a présenté son plan résilience, j'ai envie de l'appeler le plan Boris Cyrulnik, et vendredi, il complétait en accordant 400 millions aux transporteurs routiers. Est-ce qu'il ne faut pas avoir le courage de leur dire aux transporteurs routiers, l'avenir, c'est le rail? Et il faut faire les deux. On investit sur le rail comme aucun gouvernement, aucune majorité ne l'a fait précédemment. Ayez en tête que c'est 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans, les investissements que nous avons décidé de faire sur le rail. Mais rendez-vous compte, si on laissait tomber les transporteurs routiers aujourd'hui, c'est toute l'économie qui s'arrêterait. D'accord, mais il faut les convertir à ce qui va arriver, qui arrive déjà aux États-Unis. Cet effort-là, il faut le faire évidemment sur le moyen terme, et c'est ce qu'on fait encore une fois. Ne nous laissons pas donner des leçons par ceux qui viennent nous raconter qu'il fallait relancer les trains de nuit, les trains de marchandises, etc., alors que c'est précisément ce que nous sommes en train de faire. Mais il ne faut pas laisser tomber ceux qui font vivre notre économie au jour le jour. C'est ça que j'entendais quand je disais investissement. Valérie Pécresse et ses proches ont dénoncé ce qu'ils appellent le pillage de leurs idées. Le président ou le candidat Macron est en train de les piquer. Est-ce que lui, au fond, il n'est pas en train de dire, et aux électeurs LR, la candidate Pécresse, on n'en a plus besoin? Non, c'est... Je suis là pour vous, c'est pas la peine. Je trouve ça, d'une certaine façon, très bas, et une campagne qui ne s'élève pas très haut quand les seuls arguments qu'on a, c'est « Ah, ils viennent nous copier nos idées ». Nous, depuis le début, nous avons fait ça en 2017, on a eu un pragmatisme qui consistait à dire « on va prendre les bonnes idées là où elles sont ». De gauche et de droite. Et c'est ça qui fait un équilibre pour les Français. Et donc nous proposons aujourd'hui un projet équilibré pour la France. Bon nombre de propositions que le candidat à sa réélection Emmanuel Macron a faites ne sont pas dans le programme des uns et des autres, et particulièrement pas de Valérie Pécresse. Je me permets de le faire remarquer parce que, en disant ça, on a l'impression qu'il y a une sorte de copier-coller, que ça sera un programme à l'identique. Mais c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai pas vu une solidarité à la source, c'est-à-dire l'équivalent, du prélèvement à la source que nous avons fait, pour que tous les bénéficiaires des aides sociales puissent recevoir automatiquement
leur, justement, aide pour pas qu'on ait de non-bénéficiaires, ces non-recours qui sont absolument terribles. Et vous voyez un exemple parmi d'autres d'une proposition qui fait un projet aujourd'hui beaucoup plus équilibré. Alors si la question que vous me posez, c'est est-ce qu'on va continuer le « en même temps » parce qu'il convient aux Français, eh bien la réponse, c'est oui. C'est formidable, vous posez des questions, vous me répondez à une question que je n'ai pas posée, mais c'est très bien. C'est peut-être à mettre sur le compte de l'enthousiasme. Très bien. Le candidat Macron a prévenu, s'il est réélu, il promet des réformes et des innovations, et elles ne plairont pas à tout le monde. On va prendre 2-3 exemples. C'est aussi une campagne. Les retraites. Il dit travailler plus longtemps, 65 ans, en finir avec les régimes spéciaux. S'il est réélu, est-ce qu'il lance la réforme l'été ou à la rentrée? Il lance. Est-ce que c'est la première qu'il lance? Tout de suite la concertation pour pouvoir faire. Parce que Emmanuel Macron a aussi parlé de ce changement de méthode. Et ça, je crois que c'est très important de l'avoir en tête. Il y a des sujets qui sont des grands sujets de société où il faut y aller. On dit les choses clairement sur les retraites. Mais il faut concerter. Donc tout de suite les concertations. Parce qu'il y a beaucoup de Et la réforme à la rentrée. Donnez le calendrier. Sur les carrières hachées, tout ça, il faut le mettre au dialogue social pour pouvoir aboutir à une réforme solide et surtout qui nous permette de durer dans le temps. On commence et on part à la rentrée. Il annonce 2 chantiers majeurs et prioritaires. La santé, on pourrait définir, parce que je l'ai un peu travaillé. Ça veut dire que jusqu'ici, c'est un échec. La santé et l'école. Parce qu'il faut les réformer. Malgré les efforts de Blanquer au ministère de l'Éducation nationale, il faut changer de méthode et changer de Vous me posez la contenu. question tout à l'heure, est-ce qu'il faut dire la vérité? La réponse, c'est oui. Et la vérité, c'est quoi? C'est que nous avons fait beaucoup d'efforts. On pourrait les citer, je ne veux pas être trop long, mais sur la santé, on a investi là aussi, comme peu de gouvernements ont investi avant, 19 milliards d'euros sur le Ségur. Sur l'école, avec beaucoup de réformes portées par Jean-Michel Blanquer, qui étaient absolument nécessaires, très importantes, qui portent des résultats. Le dédoublement des classes en étant une parmi d'autres, mais il faut continuer. Parce que tous les professionnels de santé, tous les usagers, les patients, tous les parents d'élèves se rendent compte que nous n'avons pas encore fini le boulot. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais là aussi, la méthode, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut réunir tous les acteurs autour de la table, et ce sont des chantiers qui prendront tout le quinquennat pour obtenir ces résultats-là. En Marche, votre parti, c'est bientôt fini? Non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'il survivra au présidentiel ou à la présidentielle? On m'a raconté tout au long de ce quinquennat que nous étions un parti virtuel, qu'il n'y avait personne, que tout le monde... je ne l'ai pas dit, j'ai dit l'avenir. Puisque vous avez créé une maison commune qui va rassembler... Présent, d'abord, Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce que nous sommes, dans cette campagne, centraux, impliqués? La réponse, c'est oui. Alors on va bien évidemment continuer. Je pense qu'il faudra continuer ce travail d'élargissement politique. Oui, c'est-à-dire un parti central... qui n'est pas centriste, qui n'est pas du centre. Regardez ce qui se passe dans la vie politique du pays. Beaucoup de gens, issus de la gauche, issus de la droite, des personnalités éminentes, qui ont d'ailleurs pas forcément d'enjeu de carrière, soutiennent le président de la République. Bien, moi, je crois qu'il faut effectivement pouvoir les accueillir, restructurer un durablement parti central la vie avec politique des ralliements. Ça n'est pas une parenthèse que nous proposons, et donc il faudra poursuivre ce travail d'élargissement. Ça veut dire qu'il y a de la recomposition politique dans l'air, on en reparlera, et je vous souhaite bien du plaisir. La poutre bouge encore, disait Édouard Philippe. Je crois que c'est le cas. Merci, bonne journée.